Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Voici la troisième partie de notre émission d'aujourd'hui sur la valorisation internationale des minerais en RDC, toujours dans la continuité. Les tensions liées à la richesse du sous-sol congolais se raccordent à une géopolitique plus large. Cette région serait une Shatter Belt, une ceinture éclatée, définie par Stéphane Rosière, pour un autre contexte comme une vaste région à la situation stratégique caractérisée par la présence d'États en conflit et prise dans les conflits d'intérêts des grandes puissances voisines 1. Effectivement, il existe une dimension régionale qui contribue à la perpétuation des conflits existants. 3 pays voisins facilitent la contrebande de ressources naturelles exploitées illégalement dans l'est de la RDC. Une demande mondiale en forte croissance. Le marché de l'or est bien connu. Il est dominé par les besoins des banques centrales, des riches épargnants et de la bijouterie. Le marché de la bijouterie achète la plus grande proportion d'or, représentant au moins 50% de la demande mondiale d'or. La croissance de sa valeur sur le marché de gré à gré, OTC, de Londres est continue, exponentielle même à certaines périodes de crise économique. La RDC, petit producteur, en comparaison par exemple en Afrique avec le Ghana, par conséquent, sans prétention à en influencer le cours, tire bénéfice de cet engouement. Examinons le cas du Tantale, le minerai pour lequel la RDC réalise, avec 860 tonnes, 43% de la production mondiale, avant le Brésil, la Chine, le Rwanda, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Australie et le Mozambique 2. Petit marché de gré à gré, dominé par quelques traders, il est porté depuis 20 ans par une demande internationale en croissance et les perspectives sont positives. Il est aujourd'hui considéré comme un minerai critique par l'US Geological Survey et le département américain de l'énergie des États-Unis. La taille du marché devrait atteindre 3,18 kilotonnes d'ici à 2029, avec une croissance de 5 à 6% par an au cours de la période 3. Le Tantale est très résistant à la corrosion, hautement réfractaire et bon conducteur de chaleur. Pour ses qualités, il est utilisé dans la fabrication des aciers spéciaux ainsi que des superalliages dans l'électronique sous forme de métal ou d'oxyde pur. Le marché est segmenté en fonction du type de produit, carbure de tantale, tantalite de lithium, oxyde de tantale, de la forme du produit, métal, carbure, poudre, alliage, de la qualité du produit, de qualité médicale ou de qualité commerciale, d'application, condensateur, semi-conducteurs, aubes de turbines de moteur, équipements de traitement chimique, équipements médicaux, balistiques, outils de coupe et applications optiques. La demande est mondiale, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et les pays du Golfe. Mais l'Asie-Pacifique domine le marché, avec la plus grande consommation de la part de la Chine, du Japon, de l'Inde et la Corée du Sud. L'augmentation de la demande des industries utilisatrices, notamment de l'électronique, de l'aérospatiale et les équipements médicaux, est le moteur principal du secteur. Celle des condensateurs électrolytiques au tantale, constitués de poudre de tantale très fine utilisée dans les communications, et les dopes de turbines de moteur pour les applications aérospatiales augmentent régulièrement. Le marché de l'étain, extrait de la cassitérite, n'a pas l'importance de celui du tantale. Depuis plusieurs décennies, la consommation mondiale d'étain raffiné ne dépasse pas les 400 kilotonnes par an, ce qui en fait un marché relativement petit 1. La stagnation de la demande résulte de la miniaturisation des composants électroniques qui a réduit la quantité d'étain requise dans les circuits imprimés. On pense toutefois que la demande pourrait atteindre 500 kilotonnes en 2030, tirée par les technologies de demain, mais de nouveaux investissements seront nécessaires pour maintenir le niveau de production actuel des mines existantes et accompagner les nouveaux projets jusqu'à leur mise en opération. Enfin, le marché mondial du tungstène a une valeur estimée
à 20 milliards de dollars d'œufs. Avec 300 tonnes en 2023, la production de concentré de tungstène par la RDC a une place relativement modeste. Les produits métalliques de tungstène pur, tels que les électrodes, les filaments d'éclairage, les contacts électriques et électroniques, les feuilles, les fils, les tiges, rencontrent aussi une forte demande sur les marchés. Le carbure de tungstène est la forme la plus populaire du produit qui a la dureté du diamant. Il est plus dense que l'acier et le titane, 2 fois plus dur que n'importe quelle qualité d'acier, et est extrêmement résistant à l'usure. En raison de ces caractéristiques, le produit est utilisé dans l'industrie minière, dans la fabrication de mâts de forage, de roller cutters, de pics de cisaillement, de ciseaux, mureaux, de charrues, etc. Avec la demande croissante de métaux précieux en Chine, l'industrie minière mondiale devrait favoriser la croissance du marché du tungstène. Les corridors de sortie des minerais. Quels canaux empruntent les minerais 3T et l'or pour parvenir sur le marché mondial? L'intégralité des ressources minières de l'Est du pays est exportée par 2 corridors principaux bien organisés. Nord, la voie ougandaise, et centre, la voie rwandaise, conduisant à Mombasa et Dar es Salaam pour se poursuivre vers l'Europe, les Émirats arabes et l'Asie. La Malaisie est un important importateur de cassitérite. Le corridor sud est réservé aux ressources du Katanga et aux diamants, concurremment avec la voie australe vers Durban, à travers la Zambie. En examinant les circuits d'approvisionnement, Global Witness a répertorié certaines sociétés qui se sont clairement approvisionnées en minerais de conflit ou de contrebande. Il s'agit de fonderies et d'intermédiaires basés à Hong Kong, à Dubaï, en Thaïlande, au Kazakhstan, en Autriche, en Malaise et en Chine, via l'Ouganda. En 2023, l'Ouganda a multiplié par 5 ses exportations d'or pour atteindre un montant de 2,7 milliards, plus du double des recettes de café, autrefois premier produit vendu hors de ses frontières 1. On comprend difficilement comment le pays, qui ne dispose pas actuellement de mines industrielles d'or et qui ne produit sur son territoire qu'un maximum de 3 tonnes d'or par an, peut avoir un tel niveau d'exportation aurifère. Une étude de Swissaid de 2024 tente de comprendre d'eux. Elle dévoile que l'Ouganda importe frauduleusement puisque la très grande majorité de l'or qui entre dans le pays ne se retrouve pas dans les statistiques d'exportation des pays d'origine du minerai. Ainsi, pour les années 2018 à 2021, la RDC n'apparaît pratiquement jamais comme pays d'origine dans ces statistiques, importation de seulement 0,7 tonnes en 2018. Alors que l'existence et l'ampleur des flux d'or d'origine congolaise vers l'Ouganda sont amplement documentées, en particulier par le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC et diverses organisations de la société civile. L'étude de Swissaid ajoute que des lots d'or ont été déclarés aux douanes ougandaises comme provenant de Tanzanie par des individus possédant la nationalité congolaise, ce qui représente un signal d'alerte. De même, des lots d'or ont été déclarés comme provenant d'Afrique du Sud ou de Tanzanie par des personnes possédant des sociétés actives en RDC. Enfin, plusieurs tonnes d'or ont été déclarées à l'importation en Ouganda en provenance de pays qui ne possèdent pratiquement aucune production d'or, comme la Gambie. Là aussi, il s'agit d'un signal d'alerte qui indique qu'il y a lieu de soupçonner l'existence de flux d'or illicites en provenance d'autres pays. Dans la description de la fraude de l'or qu'elle étudie depuis la RDC, l'ONG Impact a même identifié les 26 étapes qu'elle emprunte, impliquant plusieurs agences gouvernementales. 1. La localité de Chomia, posée sur les rives du lac Albert qui sépare les 2 pays, est l'un des points de passage de la contrebande. Des dizaines de voyageurs empruntent chaque jour des navettes pour la traversée direction Kampala. Dans ce commerce illégal, la société Metal Testing est l'une des principales opératrices. L'ambition du gouvernement ougandais d'être le hub sous-régional pour la transformation du minerai et son exportation est en passe de réussir. Pour ce faire, 2 raffineries ont été installées au cours des dernières années, dont l'une, Wagagai Gold, dans le district de Busia, est sous contrôle chinois. L'autre, African Gold Refinery, AGR, apparaît à de nombreuses reprises dans les statistiques officielles sur les importations d'or en Ouganda. Cette raffinerie et son fondateur et ancien directeur, Alain Goetz,
ont été placés sous sanction par les autorités américaines et les autorités européennes en raison de leur implication dans le commerce illégal de l'or en provenance de la RDC. En partenariat avec la société minière Woodcross Resources, l'Ouganda a aussi mis en œuvre sa première usine de raffinage d'étain dès mai 2024. L'usine de traitement est dotée d'une capacité annuelle dépassant les 1000 tonnes. Woodcross Resources possède aussi et exploite la mine de Ruhama, un permis d'exploitation de 40 km² dans la région de Ntungamo. Après raffinage, les lots d'or aboutissent principalement aux Émirats arabes unis, en bagages à main ou en soute, sur des vols commerciaux ou en jet privé. L'aéroport international de Dubaï, surnommé City of Gold, joue un rôle central dans ce commerce, avec des connexions directes vers la majorité des pays africains exportateurs d'or. La ville abrite plus d'une vingtaine de raffineries d'or et plus de 7000 négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, actifs notamment dans le souk de l'or et dans la zone franche du Dubai Multi-Commodities Center. Via le Rwanda, le lac Kivu et ses petites îles, ainsi que les zones montagneuses, constituent un terrain propice à la contrebande. Cyril Muzila rapporte avoir observé en soirée au bord du lac Kivu à Goma des nageurs qui poussent des pneumatiques chargés de sacs et se dirigeant vers Gisenyi, la ville rwandaise voisine de Goma. Ces sacs contiennent des minerais de contrebande produits dans des sites non validés d'eux. Selon les statistiques publiées par sa banque centrale, le Rwanda a exporté entre 2014 et 2023 2000 tonnes de coltan. Le pays est ainsi classé premier exportateur mondial pour la 5e fois sur une période de 10 ans. Pourtant, ils n'en ont pas un gramme chez eux, s'est insurgé le président Félix Tshisekedi en février 2024. Il reprenait à son compte une précédente interrogation de Joseph Kabila, qui savait être un faux naïf quand il le fallait et qui ironisa un jour sur son voisin. Comment se fait-il que l'Ouganda, qui n'a pas de mine d'or, dispose d'une raffinerie pour ce minerai? Il faut dire que le fossé entre les chiffres d'exportation de minerais et la production extraite localement est particulièrement frappant dans le cas du coltan. L'agence Ecofin en donne l'ampleur. 90% du coltan exporté par le Rwanda vient frauduleusement du Congo voisin. La RDC affirme que le vol de ces minerais par le Rwanda lui coûte presque $1 milliard par an 3. En prenant le contrôle en avril 2024 de la mine de Rubaya dans le nord Kivu, la milice Tutsi et l'armée rwandaise ont pris le contrôle par les armes de 20% de la production mondiale. Début février 2025, le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés de Nyabibwe, à environ 100 km de Bukavu, une ville dont l'économie repose sur l'activité de 3 coopératives artisanales de coltan et de cassitérite, apportant une nouvelle preuve à charge accablante contre le Rwanda dans sa volonté de s'approprier les ressources de son voisin 1. Le Rwanda est également un pays de transit pour l'or. Avec de grandes similitudes avec l'Ouganda, des quantités d'or élevées sont déclarées à l'importation. Mais cela se reflète rarement dans les quantités d'or qui sont déclarées sorties à l'exportation dans les pays d'origine. Il est de notoriété publique que l'or de la RDC transite par le Rwanda 2. Ce constat est contesté par le Rwanda Mining Board, RMB, qui rappelle que la production d'or existe dans le pays des 1000 collines, puisque 150 sociétés et coopératives minières s'y trouvent bel et bien, en particulier dans la province du Sud et dans les provinces de l'Ouest. Une raffinerie d'or existe déjà. Le Rwanda ne taxe pas les importations des minerais. De plus, la législation locale permet aux biens importés d'être reconnus comme des produits rwandais s'ils font l'objet d'un traitement supplémentaire dans le pays qui ajoute une plus-value d'au moins 30% à leur valeur initiale. Pour cette raison, l'activité de transformation qui permet de faire du Made in Rwanda avec des minerais d'origine étrangère est intense. Depuis les années 2000, le pays s'efforce de passer d'une exploitation artisanale de ses ressources à une industrialisation. Pour cela, le gouvernement a mis en place un cadre fiscal incitatif en 2018, offrant des avantages aux investisseurs qui participent à la transformation des minerais.
Les investisseurs bénéficient d'une exonération d'impôts sur les revenus des sociétés pour une durée allant jusqu'à 7 ans, à condition d'investir au moins 50 millions de dollars. En outre, les entreprises impliquées dans des projets d'exportation de minéraux transformés profitent d'un taux d'imposition réduit à 15%. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation, dont la version 2 de 2024 visait à porter les revenus des exportations de minerais à 2,2 milliards de dollars d'ici à 2029, contre 1,1 milliard de dollars générés en 2023, résultat qui avait déjà fait du secteur minier le plus grand contributeur aux exportations rwandaises. Le protocole d'accord signé en février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda conforte le rôle de pivot économique de ce dernier. Il porte sur le renforcement du devoir de diligence, la collaboration dans la lutte contre le trafic illicite de matières premières et l'alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Le partage des connaissances et des technologies liées à l'exploration, à l'extraction, au raffinage, à la transformation, à la valorisation et au recyclage durable des matières premières critiques et stratégiques, à leur remplacement, à la gestion des déchets et au suivi des risques liés à l'approvisionnement. Pour l'Union européenne, ce partenariat, dénoncé par la RDC comme entérinant le pillage opéré par le Rwanda de ses propres ressources, devrait contribuer à assurer un approvisionnement durable en matières premières, en particulier en matières premières critiques, ce qui est une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'énergie verte et propre. Dans la périphérie de Kigali, l'usine de Luna Smelter transforme la cassitérite en étain pur prêt à être utilisé dans l'industrie mondiale. Le but de cette fonderie, la seule active en Afrique, construite avec des capitaux polonais, Luma Holdings, avec le rwandais Ngali Holdings, est de transformer localement ces minerais pour capter une part plus importante de la plus-value de la chaîne de valeur. Elle est certifiée par Responsible Minerals Initiative, RMI, une organisation qui fournit aux entreprises des outils et des ressources pour prendre des décisions en matière d'approvisionnement dans les zones touchées par les conflits et les zones à haut risque, exemptes de conflits avec une traçabilité basée sur la mise en œuvre des technologies récentes, y compris les protocoles blockchain pour l'origine du minerai. L'usine peut produire jusqu'à 360 tonnes d'étain par mois, mais elle ne fonctionne actuellement qu'à 30% de sa capacité. Le défi est l'approvisionnement. Ce n'est qu'une des infrastructures qui jalonne la montée en puissance de l'industrie minière rwandaise. Non loin de là, à Umuji wa Kigali, dans le district de Gazabo, Aldango Limited raffine l'or à 99,99% de pureté. À Bugesera, une nouvelle raffinerie de coltan, la Bugesera Mining and Trading Company, conçue pour séparer le tantal du niobium, est en construction. Mais ce projet, comme d'autres, se heurte à des obstacles de taille, notamment des défis liés à l'approvisionnement en matières premières et au financement 1. Le corridor rwandais conduit ensuite à Mombasa et Dar es Salaam pour se poursuivre vers l'Europe, les Émirats arabes et surtout l'Asie, via le Burundi sur fond de cordons sécuritaires renforcés à la frontière rwando-congolaise, conséquence de la résurgence du mouvement terroriste M23 soutenu par Kigali. Les minerais de la contrebande exploités illicitement en RDC empruntent plusieurs autres itinéraires que celui des 2 corridors principaux. L'or congolais fait l'objet d'une contrebande intensifiée, désormais au Burundi, dont la frontière commune est couverte par le lac Tanganyika. Selon le rapport des Nations Unies, de 2022, les contrebandiers, y compris ceux liés aux groupes armés qui contrôlent les sites de production d'or dans les territoires d'Uvira et de Fizi, détournent de plus en plus le transfert illicite de l'or vers le Burundi, qui s'avère être une autre plaque tournante de l'or commercialisé illégalement depuis la RDC 2. Au moment de passer la frontière, les mules répartissent l'or entre plusieurs personnes afin de réduire le risque de tout perdre en cas d'arrestation.
Traverser la frontière entre Uvira et le Burundi présente peu de difficultés, compte tenu du laxisme des contrôles et de l'absence de scanners ou de fouilles permettant de détecter le minerai. L'or est ensuite blanchi par l'intermédiaire de coopératives au Burundi. À suivre. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.